J'avais pu observer mes propres années d'enfance, puis mes années d'études primaires à Bassa, ville, suivi de mes années de collège et de lycée à Lomé, au collège Saint-Joseph. Année magnifique, année naïve, où tous les espoirs étaient permis. Nous y avons cru. Nos différentes promotions de jeunes instruits, en quelque sorte, nous les avions vécues toutes ces années sans les voir passer, puisque nous ne faisions jamais aucun souci, pas un seul, sur notre avenir qui promettait d'être radieux. Pour toutes ces jeunes pousses, comme pour moi-même, tous les rêves étaient donc possibles. Tous les rêves étaient permis. Le rêve du savoir, de tout savoir, le rêve de la démocratie et des droits de l'homme, le rêve de l'émergence et de l'avènement du développement, le rêve de la grande culture humaine, universelle, le projet d'aller de l'avant à la rencontre du bonheur pour soi-même et pour tous les Togolais. Aujourd'hui, au lendemain du 13 janvier 1963, plus aucun rêve n'est autorisé. La jeunesse est violentée, l'école est abandonnée et les enseignants sont jetés en prison. Monsieur Amovin, fermez votre micro en attendant que vous ayez la parole parce qu'il y a du bruit chez vous. Les équipements de santé, bien que jadis précaires, ont complètement disparu. Et le peu d'infrastructures de transport laissées par le colon aussi. Les pistes, les chemins de fer, les ponts, les barrages rares mais existants, tout ça est démantelé et parti en fumée, envolé et avec quel fracas. Pendant ce même temps, notre faune, si riche en diversité et si abondante, est abattue sans pitié. Les forêts sont décapitées. L'environnement est ravagé. Les vastes forêts de teck, d'acacias, de koumé, d'ébène, plantées et entretenues naguère par les premiers colonisés, à coups de fouet, de cravache, à coups d'injures et de crachats, sont abattus et le bois bradé pour leur bénéfice personnel des maîtres des lieux. Bradé aux Indiens pour faire le feu pour l'incinération des corps de leurs morts, à New Delhi ou à Calcutta. Les minerais de notre sous-sol sont abandonnés aux multinationales. Le grand port de la capitale, le seul port en eau profonde, naturel, de l'ensemble de la côte, est laissé aux mains du plus grand prédateur économique que la France ait vu, ait connu, ait vu naître et grandir. Un véritable ogre, comme le désignait mon ami, un célèbre académicien. Voilà le tableau auquel je suis moi-même exposé sur le Togo aujourd'hui. Merci, monsieur Kofi. Et
qui était donc Sylvanus Olympio et quelle vision portait-il pour un Togo souverain? Sylvanus Olympio était un Togolais qui avait fait des grandes études à Londres et qui était rentré au Togo ensuite. Et déjà, à cette époque-là, il souffrait des inégalités humaines et en particulier, il était très touché humainement des conditions inhumaines dans lesquelles cohabitaient les colonisateurs, c'est-à-dire les Blancs, d'une part, et les colonisés, c'est-à-dire les Noirs, surnommés indigènes, d'autre part. Il a très vite compris la nécessité du combat pour l'égalité, qui, dans le cas d'espèce, passait forcément par le chemin de la libération préalable des colonisés. N'est-ce pas ce qui explique son parcours politique panafricain vers la fin de la colonisation, c'est-à-dire le travail d'éveil du peuple pour l'indépendance, gros mot, s'il en était. On n'avait pas le droit de dire indépendance. On en mourait. Prononcer le mot indépendance. C'est ça. Ce à quoi il pensait en permanence, Olympio, c'était cela, l'indépendance à broder. Il en était tellement imprégné qu'il a fallu qu'il en meure. Ah, triste réalité. De fait, il en est mort. Extraordinaire issue, destinée de fierté pour tous les grands hommes. Merci, Monsieur Kofi Amnian. Je pose la question à Monsieur Joël Amovin. En quoi l'assassinat de Monsieur Sylvanus Olympio constitue-t-il une rupture politique fondatrice? Vous avez la parole. Merci, vous m'entendez? Oui, oui. Merci, Monsieur Ali Akondo, pour cette question qui est chargée de sens, quand surtout il nous parle de rupture politique ou de rupture fondatrice. En quoi cet assassinat constitue-t-il une rupture politique? L'assassinat de Sylvanus Olympio, qui pour nous constitue ou alors représente le jour où l'acte par lequel le destin du Togo a basculé dans le chaos depuis 1963, loin d'intimider le peuple togolais et de le démotiver, nous a plutôt ouvert les yeux sur la valeur et la portée politique et souverainiste du combat de Sylvanus Olympio. Et cela constitue une rupture fondamentale dans les esprits avec les manipulations et le contrôle colonialiste et impérialiste de nos existences nationales. Et j'insiste là-dessus. C'est-à-dire que qu'on en vienne à assassiner le président d'un pays, il faut qu'il y ait vraiment des raisons en arrière. Tout à fait. Et là, ça a plutôt éveillé des soupçons, d'énormes soupçons dans la conscience collective nationale et par rapport à l'avenir du pays. Et ce n'est que par la corruption et la violence, ou alors par la répression militaire sauvage, que l'ex-puissance coloniale a pu maintenir le peuple dans un état de servitude ou alors de soumission involontaire pendant 62 ans aujourd'hui. Donc, quand on parle de rupture, il faut que la jeune génération et d'ailleurs le peuple togolais tout entier le comprenne très bien. Alors, lorsque nous vivons dans une famille, vous êtes dans une famille, et je veux utiliser cette image-là pour nous expliquer pourquoi cette rupture-là est fondatrice. Lorsque vous êtes dans une famille, une maison, et que quelqu'un entre chez vous et assassine froidement et brutalement votre père, je ne pense pas que vous allez vous croiser les mains sur la tête et passer votre éternité à pleurer. Mais vous devriez vous poser des questions sur le pourquoi. Et c'est ce qui fait que malgré
la violence qui a caractérisé cet assassinat, notamment en les actes de profanation du corps de Sylvanus Olympio par ses assassins, le désir de la reconquête de cette indépendance et de cette souveraineté qui nous ont été volées est devenu plus fort que jamais, puisque le peuple a compris alors pourquoi on l'a tué. On l'a tué parce qu'il voulait libérer le Togo, le président l'a dit tout à l'heure, parce qu'il voulait pour le Togo l'indépendance. Or, à l'époque où Sylvanus Olympio a acquis l'indépendance du Togo de haute lutte et a commencé par gouverner le Togo, il venait avec des idées, avec des projets qui n'étaient même pas encore passés par les esprits de certains de ses pairs, dirigeants des nouveaux pays indépendants de la sous-région, qui, en Afrique, en 1960 ou 58, 56, 57, a déjà pensé à doter un pays d'une monnaie. C'est un levier, le levier fondamental de la souveraineté économique d'un pays. Ouais. Alors, pour les colons et pour les impérialistes de cette époque-là, qu'un pays qui venait d'être libéré ou d'accéder à son indépendance juste 3 ans auparavant, commence déjà par parler de se doter d'une monnaie, était un peu comme une trahison ou même dire une provocation. Les pays africains qui étaient libérés n'étaient pas destinés à avoir leur propre économie, voire encore à avoir leur propre monnaie. Or, la monnaie, c'est le levier principal de l'économie et d'une économie libre et souveraine et qui se donne des avenirs. Donc, le désir donc, de la reconquête de cette indépendance et de cette souveraineté est devenu plus fort que jamais dans le peuple et a été vaillamment entretenu par des générations successives de la jeunesse et de la jeunesse consciente, patriote et résolument engagée. Et l'espoir d'un Togo meilleur et prospère, libre et démocratique, brille encore et toujours dans nos cœurs et dans nos mains. Et nous sommes aujourd'hui porteurs de cet espoir et que nous avons l'obligation soit de réaliser ou au pire des cas de transmettre dans sa totalité, dans son entièreté, aux générations futures. Et c'est pour cela que nous valorisons la présence de la jeunesse parmi nous ce soir, ceux qui nous suivent, tout comme ceux qui suivront cette émission dans l'avenir. Alors, pour finir, je dirais que l'assassinat de Sylvanus Olympio était tragique. Et c'était une calamité pour le peuple togolais, mais n'a pas mis le Togo à genoux, même si sur le plan économique ou sur le plan de la gouvernance, à cause du régime qui s'est installé, le peuple a été martyrisé. Dans notre conscience et dans nos cœurs, l'indépendance, la souveraineté du Togo n'ont pas d'égal. Il n'y a que ça qui brille, qui vibre dans nos cœurs jusqu'à l'heure où je vous parle. And Togo shall be free. Merci, Monsieur Amovin. Mais pourquoi cette page de l'histoire reste-t-elle encore insuffisamment assumée? Oh, ça c'est une grosse question. À cause de ces multiples implications, cette page très sombre de l'histoire du Togo reste encore insuffisamment assumée pour plusieurs raisons. Il y a l'omerta et la confusion délibérément entretenue sur l'ensemble de l'histoire et du récit, sur le déroulé, ainsi que sur l'identité des acteurs, des tenants, exécutants et aboutissants de ce crime crapuleux contre le jeune État du Togo. Et ce crime a été camouflé, ou on a essayé d'en camoufler l'histoire en entretenant une épaisse fumée donc sur les faits et en essayant de permettre une fuite en avant ou alors de se permettre une fuite en avant sur les responsabilités historiques qui sont engagées dans cette affaire. Mais il me semble qu'une partie des archives a été déclassifiée. Oui. Et cela permet aujourd'hui de mieux situer l'opinion, de mieux cerner la réalité, de mieux situer le peuple togolais sur ce pan de son histoire qui a culminé dans ce jour fatidique du 13 janvier 1963, où son destin donc national a basculé dans des incertitudes entretenues et aggravées par ceux-là même
qui ont miné son existence. Aujourd'hui, notre conscience grave de la nécessité de souveraineté et d'indépendance intégrale pour notre pays fait que les générations susceptibles de patriotes engagés pour la libération nationale n'ont pas attendu, n'attendent pas et n'attendront d'ailleurs surtout pas la déclassification même de ces archives pour tirer toutes les conclusions et donner à nos luttes souverainistes les orientations et les objectifs qui étaient nécessaires. Donc nous n'avons pas attendu qu'on vienne nous expliquer ou qu'on vienne nous dire qui a tiré sur la gâchette et qui a fait quoi avant de savoir que nous devons nous mettre en lutte pour reconquérir notre libération. Car les histoires des pays d'Afrique se ressemblent beaucoup, si vous m'écoutez bien. Et la synthèse des leçons et conséquences que nous en tirons, c'est-à-dire de toutes ces histoires-là, nous inspire grandement et nous permettent déjà de mettre en place des approches panafricanistes et transversales très efficaces pour nos luttes de libération nationale. Il faut que ce pan de notre histoire soit assumé. Mais cela ne constitue pas aujourd'hui l'objectif fondamental de notre lutte parce que nous ne luttons pas pour, pour ressusciter ceux que la violence coloniale nous a enlevés. Le père de l'indépendance et tous ces autres compagnons de lutte que les colons ont enlevés. Et pourquoi cette page de l'histoire reste-t-elle encore insuffisamment assumée? Eh bien, c'est parce que la communauté internationale refuse d'en faire un sujet de justiciabilité internationale. On ne veut pas inscrire ce sujet-là à l'agenda de la Cour pénale internationale ou alors des autres juridictions qui pourraient faire la lumière qu'il fallait là-dessus. Et parce elle implique, donc cette inscription-là implique et concerne deux puissances membres du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et c'est aussi à cause, soit de la naïveté, de l'immaturité, de l'instabilité, de l'inexpérience, de la lâcheté, et les mots ne finiront pas, de la compromission ou encore même de l'irresponsabilité de certains des dirigeants des jeunes États en construction de l'époque dans la sous-région ouest-africaine, que peut-être ce pan de l'histoire n'est pas suffisamment ou n'est pas encore assumé. Parce qu'ils n'ont pas su prendre leurs responsabilités au moment où il le fallait pour obliger les colons et leurs complices à assumer donc leurs responsabilités devant l'histoire et dans le concert des nations en ce qui concerne le sort qui venait d'être infligé au Togo. Et pourtant, des indices existent. On parle justement de pourquoi ce pan de notre histoire doit être assumé. Il existe des indices et des pistes d'enquête importantes. Au-delà donc des actes d'élimination physique de Sylvanus Olympio, et avec la simple question, à qui profite le crime? Pour pouvoir élucider l'ensemble de l'histoire. Si mon temps est terminé, faites-moi savoir. Oui, d'accord. Et pour dépoussiérer cette affaire qui, pour nous de cette génération, ressemble étrangement à celle de l'assassinat d'un autre président africain, mais des années 90, Laurent Désiré Kabila de la RDC en 1997. Parce que les avis vacillent sur deux personnes, pour qui est l'auteur, et aussi les avis vacillent entre plusieurs pôles politiques pour qui est derrière cela. Bon, l'un des indices, c'est le refus, donc le rejet décalé ou en deux temps de Sylvanus Olympio, de toute adhésion à la communauté française, ancêtre de la France-Afrique ou alors de la francophonie. On pourra revenir là-dessus. Le deuxième indice, c'est une interview que Sylvanus Olympio avait eu avec les médias américains dans l'émission Meet the Press en 1962 en marge d'une visite d'État aux États-Unis au temps de John Kennedy. Interview au cours de laquelle, écoutez-moi très bien, Sylvanus Olympio a exprimé clairement le choix de non-alignement du Togo et les priorités de la jeune nation. Ce qui, en filigrane, est perçu par les puissances occidentales comme un refus de s'allier au bloc de l'Ouest. Et il faut le dire clairement, dans la guerre froide, et cela d'ailleurs, ils se sont posé la question, comment après avoir été notre colonie, tu refuses de rester dans notre giron? Et c'est une humiliation ou pire, une trahison, selon certains milieux politiques de ces puissances-là. Et Sylvanus Olympio a été assassiné dans l'enceinte, ou alors à la devanture, selon les versions de l'histoire,
de l'ambassade des États-Unis, après que l'ambassadeur des États-Unis ait téléphoné à son homologue français, tous les deux en poste à Lomé, pour lui dire qu'Olympio était réfugié dans l'enceinte de son ambassade. Donc, diplomatiquement, en territoire américain. Et je rappelle que les États-Unis, contrairement au jeune et minuscule État naissant du Togo, étaient une puissance internationale très rompue à la guerre et surtout à la diplomatie. Et ce, 18 ans après la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, on ne peut pas nous dire que quelque chose a manqué ou a échappé à l'ambassadeur des États-Unis, par exemple. Ouais. Alors, lorsqu'on veut parler de comment ce pan de l'histoire doit être assumé, il y a toutes ces responsabilités-là qui sont impliquées. Le désir de souveraineté politique et économique clairement affiché par Sylvanus Olympio à travers le projet de création d'une banque centrale togolaise pour le lancement d'une monnaie nationale. Et après, il y a la question, ou alors la question sur le rôle, ou alors la responsabilité des pays voisins. Et nous avons entendu toutes sortes d'histoires sur les réactions des chefs d'État de la sous-région ouest-africaine, dont Kwame Nkrumah, Félix Houphouët-Boigny et les autres. Mais la réaction la plus intéressante, et je vais chuter peut-être sur ça, fut celle du président du Dahomey de l'époque, le Bénin d'aujourd'hui, Hubert Kutukumaga, qui était le seul chef d'État de la sous-région à assister ou à avoir assisté aux obsèques et à l'enterrement de Sylvanus Olympio, et tenez-vous très bien, en terre dahoméenne. Et il y a des articles qui précisent très bien que Hubert Maga, à cette époque-là, portait plusieurs chapeaux. Il était là-bas en signe de solidarité et voulait envoyer un message donc, concernant cette solidarité entre les pays de la sous-région. Mais il était aussi l'envoyé spécial de l'OUA naissante. Ouais. Donc, voilà autant de pistes sur lesquelles nous pouvons nous appuyer pour clarifier ce pan de notre histoire et mettre davantage de pression pour que cela soit assumé. Nous savons très bien que assumer cela ne va pas ressusciter Sylvanus Olympio. C'est pour cela que notre combat est mémoriel, mais en même temps veut que nous puissions construire sur les valeurs, les idées et les projets que portait Sylvanus Olympio. Nous n'allons pas ressusciter Olympio, mais sa mémoire et son combat sont notre source, une grande source d'inspiration pour nous aujourd'hui. Merci, monsieur Amovin, pour ces éclaircissements. Ben, alors, monsieur Kofi Yamian, d'après les dires de monsieur Amovin, si nous l'avons suivi depuis le début jusqu'à la fin, je m'en vais vous poser la question de savoir, peut-on construire l'avenir sans vérité sur le passé? Vaste question. C'est un sujet qui a toujours intéressé beaucoup de peuples, beaucoup de dirigeants. Et de façon tout à fait générale, on sait qu'on a besoin de connaître le passé pour pouvoir construire l'avenir. Et le présent et l'avenir. Exactement. Tenter d'asseoir l'avenir en se passant du passé ou en l'assumant mal se termine toujours en échec. L'échec de la douleur. On ne peut pas faire grandir un arbre en cajolant seulement le tronc, les branches et les feuilles. Ce sont les racines qui authentifient l'arbre. Même en engraissant le tronc et en nourrissant les feuilles, cela ne suffira jamais pour faire grandir un arbre et l'entretenir en bonne santé pour le faire fructifier. Beaucoup de civilisations et de cultures se sont leurrées en le tentant. La grande Union soviétique, c'est ce qu'il en est advenu. Pour avoir essayé de nier son passé tout en essayant de s'inventer un avenir
qu'il cherchait, qu'il recherchait ensuite partout. Alors, beaucoup de civilisations et de cultures, je l'ai dit, se sont leurrées là-dessus, et tous les hommes, et tous les pays ont toujours construit leur histoire sur la vérité. Le dictateur togolais et son père avant lui auront beau dire, tenter de nier Olympio, de faire diversion. Hein, il y a eu des tentatives de remplacer l'hymne national par un hymne du RPT. RPT. Ouais. Ils ont même essayé de fabriquer un drapeau. Ils ont tout essayé, mais ça n'a pas marché. Pourtant, ils avaient les moyens d'imposer ça. Ils n'y sont pas parvenus. Et donc, pour répondre à votre question et la ramasser en quelque sorte, peut-on construire l'avenir sans vérité sur le passé? La réponse pour moi est clairement non. Ce ne se peut pas. Merci, Monsieur Kofi Yamian. Je ne vous laisse pas partir. Je vous remercie pour cette lumière au sujet de Sylvanus Olympio, le père de l'indépendance togolaise et celui qui a voulu que le Togo soit un modèle parmi tant de pays. Mais aujourd'hui, nous le pleurons. Il reste pour nous une icône de la marche vers des lendemains meilleurs. Mais tout de suite, comment je peux les désigner? Ils ont terminé avec lui, ils l'ont assassiné et le Togo est dans l'obscurité totale aujourd'hui. Le Togo n'arrive plus à se relever mais c'est les Togolais, ce sont les Togolais qui parviendront un jour, parce que je reconnais la ferveur des Togolais, la résilience des Togolais. Je sais bien que tout finira un jour, ils arriveront à relever la tête. Voilà, et ainsi finit la page sur Sylvanus Olympio. Nous allons maintenant venir sur le mouvement de libération nationale Freedom Togo et nous allons parler de l'identité du mouvement de libération nationale et nous ferons un état des lieux sur ce mouvement. Et si monsieur Akondo me permet juste une minute ou quelques secondes de précision ici sur la dernière question, est-ce qu'on peut construire l'avenir sans vérité sur le passé? Je pense que j'ai eu l'opportunité dans ma plus tendre jeunesse en politique de poser cette question en d'autres termes au président Hubert Koutoukoumaga en 1993 lors de la célébration des 3 ans de la conférence des forces vives du Bénin. Et je représentais les réfugiés et la jeunesse togolaise invités donc aux célébrations par la coalition Notre Cause Commune du président Thévo Edjiri Albert. Et il nous avait été demandé de faire une allocution. Et dans l'allocution que mon collègue qui m'accompagnait avec lui, on avait traité le président français, François Mitterrand et Gnassingbé Eyadema de messieurs. Alors Hubert Maga s'était emporté. Et il était déjà vieux, il s'était emporté. Il dit, mais comment vous pouvez laisser des genoux comme ça venir manquer de respect à des hommes d'État, à des chefs d'État? Alors, il y avait une question, un moment de questions-réponses. Oui. Et j'ai demandé la parole et je lui ai posé des questions qui l'ont presque crucifié. Et je lui ai dit que moi, je suis dans un combat et je n'ai pas froid aux yeux quand il s'agit de défendre
la vérité, de défendre les intérêts de mon pays. Appeler Mitterrand et Yadema, messieurs, n'est pas encore un crime de lèse-majesté, à ce que je sache, mais que ce qui me préoccupait, moi, plutôt, c'est de savoir quel rôle il joue aujourd'hui en tant que mémoire vivante de cette tragédie-là, pour que la vérité soit établie, pour que la vraie vérité soit connue sur l'assassinat de Sylvanus Olympio, parce que je vous disais tout à l'heure qu'il était au funérailles de Sylvanus Olympio sous plusieurs casquettes. Alors, il devrait en savoir beaucoup. Et on n'a pas besoin de dire qu'il devrait avoir aussi reçu des instructions de la part des puissances coloniales. Alors, il détient une bonne part de vérité, donc, de cette histoire-là, qui nous aurait aidé, si on les avait connus, à peut-être permettre que cette histoire soit assumée. Et quand je lui avais posé la question, il s'était fâché, il était âgé, et il a failli faire une crise le jour-là. Donc j'apporte ça ici pour que la jeune jeunesse, la jeune génération comprenne que nous ne devons pas baisser les bras dans le combat de la recherche de la vérité, mais en même temps dans le combat pour le changement et le développement, la libération de notre pays. Voilà. Merci, Monsieur Amouvert. Merci pour cet éclaircissement. Merci beaucoup. Et je remets Monsieur Kofi Yamnian sur le grand plateau, sur le grand écran. Et donc, nous allons parler du mouvement de libération nationale Freedom Togo et parler de son identité et de l'état des lieux. Bien, cher aîné Kofi, comment se porte aujourd'hui le mouvement de libération nationale Freedom Togo sur les plans politiques, organisationnels et militants? Oui, il faut tout d'abord noter que Freedom Togo MLN est né il y a à peine 15 mois. Nous sommes une jeune organisation. Sa construction, ça ne vous étonne pas, est donc encore en cours. Cependant, il a des véritables fondations, c'est-à-dire son idéologie et ses grands principes de travail. Même s'ils sont en construction, ils existent, ils sont pensés. Et comme dit la sagesse populaire, on est toujours plus intelligent à plusieurs que tout seul. Et c'est pour ça que nous avons mis en avant pour la création de MLN ce que nous avons appelé l'intelligence collective. Là, on est toujours plus intelligent à plusieurs que tout seul. Et il y a beaucoup, au sein de notre organisation, il y a beaucoup de débats. C'est la liberté de parler, la liberté de débattre, de contester, d'évoluer, parce que nous avons souhaité que MLN soit un mouvement populaire. Oui. Voilà. Son idéologie politique est fondée sur l'humanisme. Un humanisme global qui ne distingue pas les humains les uns par rapport aux autres, pour quelque raison que ce soit. Soit raison religieuse, raison raciale, raison philosophique, raison d'espace, de vie, etc. Pour nous, un humain est un humain. Et sur la vérité, sur la morale, sur la liberté que nous chérissons toujours, la liberté d'aller et de venir, la liberté de croire ou de ne pas croire,
et la liberté de changer de religion au besoin. La liberté, c'est aussi c'est la République, au sens révolutionnaire du terme. Hein. Parce que quand on dit la République, les gens ne prennent pas toujours la mesure du sens de ce mot. Ouais. Quand au Togo, le président ose penser que le Togo est une république, ça fait mal, hein? Parce qu'une république, ce n'est pas du tout ça. Oui, ça fait mal, ça fait mal. Je donne un exemple. Il y a, bon, dans cette 5e République, il y a le chef de l'État, le président de la République, et il y a le président du Conseil. Bien, le président de la République reçoit les lettres de créance des ambassadeurs au Togo. En principe, c'est lui qui devait recevoir aussi les vœux de Nouvel An. Bien sûr. Mais contrairement à ce que nous avons vu, ce qui s'est passé au Togo, je pense que le président du Conseil s'est mis à la place du président et c'est lui qui a reçu les vœux de Nouvel An. Voilà. Mais comment vous expliquez ça? Oui, c'est ça. C'est pour ça que je dis que quand on dit la République, ça a un sens, la République. Tout à fait. Et que le Togo est loin d'être une république. Et c'est parce que lui-même n'a pas compris le sens de ce que veut dire la République. Il n'a pas compris le sens. La chose publique reste publica, qui vient des Romains. Ils n'ont rien compris de tout ça. Et donc, ils disent les mots machinalement comme ça, la République, voilà, la République togolaise. Alors, voilà, la République qui décapite son représentant pour se faire pour le remplacer par un voyou. C'est vraiment quelque chose, ça me fait profondément mal. Parce que dans la République, nos valeurs s'appellent la tolérance. Oui. La tolérance, le débat et l'état de droit. Quant à l'organisation du mouvement, puisque vous évoquiez Oui. les plans organisationnels également. Le plan politique, organisationnel et militaire. Et voilà. Notre mouvement tire sa force de son pluralisme idéologique. Les idées sont mises en débat et les débats déterminent la ligne politique qui programme et qui nourrit les actions des militants. Et tout le monde a droit à la parole dans l'agora de notre République. C'est notre Assemblée générale ordinaire qui, ramenée à une République, serait une Assemblée nationale, donc notre Assemblée générale ordinaire, qui se décline plutôt dans tous ses démembrements. Un organe stratégique, un bureau exécutif, un organe opérationnel, des groupes militants sur le terrain, dans toutes ses ramifications. Et nous sommes en train d'achever d'ailleurs ce montage
de sorte que tout Togolais, quel que soit le village où il est, quelle que soit la région, la préfecture, puisse prendre en charge une part de l'organisation et puisse continuer à réfléchir et à avancer dans ce que nous voulons faire, une république en état de droit et qui respecte profondément le genre humain. Voilà. Merci, Monsieur Kofi. Je m'en vais alors vous poser la question. Si le mouvement de libération nationale a-t-il réussi à s'imposer comme une force de conscience citoyenne? Ce n'est pas sans difficulté, mais nous réussissons effectivement à prendre la parole et à dire ce que nous avons à dire. Nous avons eu quelques difficultés, certes, parce que tout mouvement révolutionnaire connaît des difficultés de tous ordres. Après les assises idéologiques et théoriques, il a bien fallu qu'on unifie toutes les diasporas à travers le globe. C'est cela. C'est un des objectifs d'ailleurs de MLN. C'était d'unifier la diaspora. Parce que nous pensons que si nous partons en termes dispersés, on arrivera sans doute, mais on arrivera plus difficilement et on mettra plus de temps à y arriver. Et donc, notre premier objectif, c'est l'unification de toutes les diasporas. À partir de là, nous avons dû écrire des statuts et puis commencer à organiser les acteurs territoriaux, autant dans la diaspora que sur le territoire national, qu'il faut mobiliser. Notre action, notre volonté est également de réconcilier les acteurs politiques préexistants, mais si divisés. Et nous souhaitons avoir toujours un œil, nous devons l'avoir, sur l'adversaire qui ne nous considère que comme un ennemi. C'est ça. On est des démocrates, des républicains, et donc, un adversaire idéologique est un adversaire, pas un ennemi. Beaucoup d'obstacles que nous traitons de façon rationnelle, voire scientifique, en résolvant les problèmes un à un. J'aurais souhaité que M. Amouvin réponde à la question que je vais lui poser. Vas-y. S'agissant donc des obstacles, M. Amouvin, quels sont donc les obstacles majeurs que rencontre le mouvement? Ou bien je termine rapidement en une phrase sur ce que le président disait tout à l'heure. Ouais. Effectivement, le MLN a contribué à l'éveil de la conscience nationale sur la nécessité, mais aussi sur le caractère presque incontournable du combat pour la libération nationale. Et ça nous fait l'homme d'aucun doute aujourd'hui. Et c'est pour cela que le MLN s'impose d'ailleurs comme une force de conscience citoyenne. Pas en elle seule, mais peut-être aux côtés d'autres forces qui ont aussi mené ce combat jusqu'à aujourd'hui. Et pour venir à votre question, quel obstacle majeur le mouvement a-t-il rencontré? Il y en a plusieurs. Et je dois commencer par nous-mêmes en disant que de la part de nous-mêmes du MLN,
s'il y avait quelque chose que je peux considérer comme un obstacle ou même une faiblesse, c'est le fait que nous ayons eu beaucoup de... nous ayons fait preuve d'un excès de précaution et d'attention parfois aux humeurs, hein, je dois le dire, aux humeurs ou aux fausses alertes qui viennent parfois de partout. Et surtout des gens qui peut-être sont inquiets de voir le MLN émerger sur la scène politique nationale. Ils se posent des questions sur leur avenir. Notre devoir est de rassurer le peuple togolais. Et à partir de là, nous avons aussi l'obligation de rassurer les autres acteurs. Mais de la part du citoyen, il y a manifestement, de la part de certains citoyens, je dois dire, il y a de l'insensibilité, de l'insouciance et des résistances de certains compatriotes à l'engagement citoyen et politique. Il y a aussi, parfois, on le note, de l'inculture politique. Et justement, c'est pour ça que je valorise beaucoup la thématique d'aujourd'hui autour de l'assassinat de Sylvanus Olympio, de son combat et surtout de sa personnalité, de ce qu'il incarnait pour le pays. Donc, il y a de l'inculture politique, il y a parfois de l'incivisme et toutes des choses qui sont dues à ce manque dans nos citoyens de la culture politique et de l'institution civique, notamment à leur ignorance ou méconnaissance de la vraie histoire de notre pays. Et cela a été entretenu à dessein par le régime qui a tenu le Togo d'une main de fer pendant 59 ans ou 60 ans maintenant. Donc, c'est une plaie que nous avons à penser en tant que force politique et ou force sociopolitique qui veut la libération du Togo. C'est-à-dire relever le niveau de culture politique et la capacité d'engagement citoyen de certains de nos compatriotes. Je ne parle pas de l'ensemble de la société, mais il y a quand même certains de nos compatriotes qui ont besoin de cette aide-là. Et cela constitue, donc leurs attitudes constituent un obstacle majeur. De la part, ou alors du milieu de l'opposition en général, il y a des préjugés et de fausses accusations, parfois même ce qui ressemble à des conspirations, la jalousie, la haine et la désinformation délibérée et gratuite, intentionnelle ou malveillante, entretenue par certains acteurs et groupes d'acteurs de l'opposition politique qui prennent faussement, et je dois le préciser, le MLN pour adversaire ou concurrent politique, alors que les dirigeants, membres et porteurs du MLN ont beaucoup donné et beaucoup fait pour ces acteurs-là, et groupes d'acteurs en particulier, et pour l'opposition et la lutte de libération en général. Et ça, il faut qu'on le dise ici. Mais les attitudes de certains de ces acteurs constituent un obstacle. Pas un obstacle insurmontable pour le MLN en tout cas. Et il y a aussi des complots initiés par le régime dictatorial pour déstabiliser le MLN de l'intérieur comme de l'extérieur. Les menaces proférées contre les membres, les adhérents, les sympathisants du mouvement, la peur suscitée, les intimidations, les harcèlements, les interrogations ou les interrogatoires ou pressions du régime contre les Togolais et Togolaises vivant au pays comme dans la diaspora au sujet du MLN. Il n'y a pas un seul prisonnier ou prévenu politique qui n'ait pas été interrogé au sujet du MLN au Togo. Et cela aussi, ce sont des choses faites dans un contexte général de violence politique et de répression militaire, d'arrestation et emprisonnement extrajudiciaire, des exécutions extrajudiciaires, des crimes politiques et économiques de toutes sortes, les violations systématiques des droits de l'homme et les crimes contre l'humanité déployés par le régime dictatorial et tyrannique comme la seule méthode de gouvernance ou bien la seule réponse à toute forme de contestation sociopolitique ou d'exercice de la souveraineté des droits et des libertés par les citoyens. Cela constitue un obstacle pour le MLN, mais cela détruit la cohésion nationale au Togo. Il y a aussi les mensonges, la démagogie, les manipulations, les achats de conscience et des esprits faibles par le régime dictatorial avec des miettes de l'argent volé au peuple. Et parmi les obstacles, on n'oubliera pas la paupérisation extrême de la population et l'état de délabrement avancé du tissu social national. Parce que lorsque les gens ont faim,
lorsque les parents se font des soucis, de grands soucis par rapport à l'avenir de leurs enfants, ils ne savent pas de quoi demain sera fait. Parfois, lorsque vous leur parlez de se mobiliser pour réclamer leurs droits, ils n'y prêtent pas souvent attention. Et quand on parle de démobilisation, ce n'est pas tout simplement parce que les gens comprennent et font des choix délibérés de ne pas participer, mais parfois la pauvreté et la souffrance dans les domiciles, dans les âmes et les cœurs des Togolais les empêchent de s'ouvrir pour participer à certaines actions. Mais le MLN travaille avec les autres organisations pour que le peuple togolais se réveille et que les Togolais sachent que ces souffrances-là, ces violences-là ne vont pas cesser tant et aussi longtemps que le peuple ne se mettra pas debout comme un seul homme pour combattre courageusement le non-droit et la violence politique. Voilà un peu les obstacles que le MLN rencontre dans son travail d'organisation au quotidien. Il y a bien sûr des mandats d'arrêt lancés contre des personnalités, membres ou partenaires du MLN, et d'autres actions menées, des cambriolages organisés ici et là. Ce sont des obstacles, mais qui pour nous ne sont pas insurmontables, parce que nous sommes quand même assez rodés et nous sommes vaccinés contre ces choses. Après avoir passé notre vie entière dans ce pays-là et surtout 35, 36, 40 ans de nos petites vies à travailler et à lutter contre ce régime-là. Donc cela ne nous empêchera pas de poursuivre notre combat et d'ailleurs d'exceller dans l'éveil du peuple et dans la mobilisation du peuple togolais pour sa libération. Merci. Voilà ce que je voudrais dire. Merci frère Mauvin. Je remets M. Kofi sur le grand écran. Bien, à sa création, le MLN s'est fixé des objectifs. Voilà. Aujourd'hui, est-ce que le MLN a réalisé ou est en train de réaliser ses objectifs? Non, il faut être modeste. On a effectivement créé le MLN. On s'est fixé des objectifs, en particulier l'objectif principal, c'est de renverser le pouvoir, c'est de changer, de braquer, de créer une république libre, laïque, franche, en lieu et place de cette dictature. L'objectif, c'est de chasser les dictateurs, c'est de chasser les malfaisants, les voleurs, les cambrioleurs dont parlait le vice-président. On n'y est pas encore, donc on ne peut pas dire qu'on a atteint l'objectif fixé, même si sur des éléments, j'allais dire marginaux, on avance quand même tout doucement. Renverser le pouvoir, c'est de la militance, mais c'est aussi, y compris la violence. Pourquoi pas? S'il le faut, ce régime satanique, tyranné, il faut le renverser. Ben, vous parlez de quelle violence? La violence verbale, vous parlez de quelle violence? La violence, quelle que soit sa nature. Parce que on n'arrivera jamais par le discours à persuader un dictateur de céder sa place. Est-ce que le MLN a les moyens de... Mais il faut qu'on se les donne. Il faut qu'on se donne les moyens. Quand nous avons dit à la création du MLN, justement, quand on a dit, à sa création, on a dit toutes les options sont sur la table, c'est ça. Eh ben, c'est toutes les options.
y compris la force violence, s'il le faut. Alors, vous rejoignez donc l'article 150 de la Constitution originelle. Exactement. La Constitution qui dit on est dans une situation d'injustice telle que tout citoyen togolais doit faire en sorte à s'opposer à la volonté du dictateur. Tout citoyen. Mais c'est au nom de cette loi fondamentale que nous disons qu'il faut utiliser tous les moyens pour les faire sortir, parce que nous voulons en effet édifier avec le peuple togolais une démocratie que j'ai toujours utilisé le terme démocratie exemplaire. Bon, on verra bien, mais on y arrive pas. En réalité, le mouvement national de libération, le mouvement de libération nationale est un mouvement non violent. Le mouvement est un mouvement non violent. Nous, c'est le débat qu'on veut, pas la querelle. C'est ça. Pas la violence. Tout à fait. Nous sommes sûrs de nos arguments pour mener n'importe quel débat face à n'importe quel responsable. Mais jamais la violence. C'est pas. Mais si le pouvoir, celui qui nous considère comme des ennemis et non pas comme des adversaires, veut nous amener à la violence, il faudra bien qu'on assume. Voilà. Mais on est des pacifistes. Tout à fait. Merci, Monsieur le Président. Alors, quel bilan faites-vous aujourd'hui de la mise en œuvre des résolutions issues de la sortie politique du MLN? Oui, nous avons sorti quelques résolutions depuis l'organisation jusqu'au panafricanisme. Nous avons qui est une philosophie de base pour nous amener vers la victoire. Le panafricanisme, on en a parlé, on en a tellement parlé que nos adversaires ont compris que il fallait utiliser ce mot-là, et c'est... Justement, c'est la question que je voulais vous poser. Vous parlez de panafricanisme, alors que le pouvoir de Lomé parle aussi du panafricanisme. Quelle différence faites-vous entre les deux panafricanismes? Est-ce que vous parlez du même panafricanisme ou le vôtre est autre que celui dont parle Faure Gnassingbé? Nous, on ne parle pas du panafricanisme frelaté. Parce que on ne peut pas être panafricaniste et empêcher les Africains de s'exprimer. C'est une contradiction qui n'a pas de... D'abord, ses propres concitoyens. Ah oui, ça, ce n'est pas possible. Vous voyez, il ne peut pas dire ça. Ce qu'il dit là est une injure au panafricanisme. On ne peut pas dire qu'on est panafricaniste et qu'on empêche les gens de protester quand ils ne sont pas contents. Tout à fait. Envoyer des miliciens attaquer des jeunes, en tuer quelques-uns, en jeter d'autres dans les lagunes et d'emprisonner tous ceux qui bougent, violer les femmes et tout ça. Ça, ce n'est pas du panafricanisme. C'est tout le contraire. Et donc, c'est pour ça que quand on a posé nos résolutions, on a parlé de choses un peu plus terre à terre, mais quand on a évoqué les grandes idées, dont le panafricanisme par exemple, ils se sont précipités dessus pour dire
il faut prendre ce truc-là, on doit y aller. Alors, ils ont amené le ministre des Affaires étrangères, là. Ducé. Dossé? Robert Ducé. Ducé. Ouais. Pour louer les services de quelques prétendus panafricanistes comme Franklin Nyamsi. oui, les Camerounais là, et pour venir leur expliquer ce que c'est que le panafricanisme et pourquoi il faut le faire. Mais s'il lui avait posé la question, si Nyamsi avait posé la question à Faure, s'il l'avait connu réellement, il n'aurait jamais osé avancer sur un truc pareil. Oui. Donc, simplement pour vous dire que nos moyens d'avancer dans nos actions significatives, mais non violentes toujours, pour faire prendre conscience au pouvoir qu'il doit se préparer à céder les commandes de l'État à sa jeunesse. Il faut que les jeunes prennent le pouvoir. Et nous les y aidons. Nous. Merci, Monsieur Kofi Yamnian. Bon, je vous laisse prendre un petit verre d'eau et je ramène Monsieur Amovin sur le grand écran pour répondre à mes questions. Cher Joël, Oui. quelles avancées concrètes ont été obtenues et quelles limites persistent? Merci pour cette question. Je prends quelques secondes pour apporter une petite contribution à ce que le président disait jusqu'à maintenant. Vous parliez tout à l'heure de violence. Le régime qui régente le Togo d'une main de fer ne se maintient et ne vit que par la violence contre le peuple togolais, la violence gratuite. Le président a énuméré les formes de violence et de crimes que ce régime commet contre le peuple togolais. Le panafricanisme est pour la dignité, pour les libertés, pour la souveraineté et pour le bien-être des peuples d'Afrique. Mais quand il y a un gouvernement qui ne respecte aucune de ces choses et ne les considère même pas et ne les recherche pas pour son peuple, je vois mal comment ce gouvernement peut se présenter comme un gouvernement panafricaniste. C'est du mensonge, c'est de l'insulte à l'encontre du panafricanisme et des peuples souverains d'Afrique. Maintenant, lorsque vous violentez les populations, vous n'allez pas quand même vous attendre à ce qu'un mouvement de libération comme le MLN croise les bras et vous regarde et vous laisse faire. Et c'est ça qui va nous inviter, ou qui invite le MLN à parler de toutes les options sur la table. Alors, nous n'allons pas laisser ce régime continuer à intimider et à violenter le peuple togolais gratuitement. Et même l'animal le plus paisible, le plus calme, lorsque vous l'acculez et vous le mettez dos au mur et que vous lui donnez des coups, à un moment donné, il va chercher à se défendre. Et c'est ce que le MLN veut faire pour le peuple togolais avec la collaboration de toutes les forces vives de la nation togolaise. Les avancées concrètes qui ont été obtenues et quelles sont nos limites aujourd'hui? L'objectif principal de la mobilisation et du réveil du peuple togolais de la diaspora sur le territoire national pour une reprise rapide de la lutte de libération nationale, telle que déclinée dans nos résolutions de la rentrée politique de novembre 2024, a été réitéré, et il a été réitéré dans notre déclaration de mars 2025. Et cet objectif, je peux vous dire aujourd'hui qu'il a été atteint. Modestement, nous l'avons atteint, et en quel sens? Et c'est à la surprise d'ailleurs générale, et dans une sorte d'inversion de l'ordre des choses, en ce que le réveil et la mobilisation de la jeunesse, à partir du mois de juin 2025, et ce, de manière presque synchronisée avec la montée et la pression internationale et généralisée de Freedom Togo MLN contre le faux sommet du panafricanisme intenté par Alain Foucault et son Mansart à la sorte du régime. Donc, au moment où le MLN était monté au créneau pour dénoncer donc cette falsification, la jeunesse a pris son courage à deux mains
et est descendu dans les rues. Donc cet appel a été entendu, l'appel du MLN pour la relance de la lutte a été entendu et nous y sommes. La jeunesse est mobilisée et le monde entier le sait, le peuple togolais le sait. L'avancée concrète obtenue, c'est la relance donc de la lutte de libération nationale qui fait courir aujourd'hui Faure Gnassingbé et son régime un peu partout, dans tous les sens. Eux qui croyaient avoir assommé ou alors endormi le peuple souverain du Togo avec leur coup de force et leur violence politique anticonstitutionnelle dans un projet criminel et machiavélique de changement de régime et de basculement illégal du Togo dans un manchin de 5e République. Vous parliez tout à l'heure, vous référiez à Faure Gnassingbé en tant que président du conseil, je ne sais pas, mais moi, je voudrais dire au peuple togolais qu'il faut oublier ces histoires. Il faut tout simplement rejeter ces mensonges et ces abus parce que le peuple togolais n'a jamais participé à un projet de changement de constitution. Le peuple togolais n'a pas voté souverainement pour un changement de constitution. Donc, c'est du brigandage d'État qui essaye de s'installer à la tête du pays. Et vous voyez d'ailleurs tous les ratés, toutes les conneries qu'ils sont en train de faire chaque jour que Dieu fait. Donc, il faut que le peuple togolais refuse et ne se laisse même pas manipuler dans ces appellations avec ces titres ronflants et dénués de tout sens, dénués de tout bon sens. Donc, nous sommes là. La relance de la lutte est déjà en route et nous savons que les actions que nous avons besoin de mener sont programmées. Et lorsque vous demandez à savoir quelles sont les avancées concrètes, le MLN a listé un ensemble d'objectifs que nous avons suivis et que nous essayons de mettre en place. Et j'étais même celui qui a exposé les stratégies que le MLN a besoin de mettre en place aujourd'hui lors de la rentrée politique. Et nous parlions d'abord de mobilisation et rassemblement de la diaspora et mobilisation des forces vives de la nation sur le territoire pour enfin entrer vraiment en insurrection s'il le faut et lancer une révolution contre ce régime. Et le MLN a travaillé avec les partenaires dans la diaspora, notamment Kodi Togo et d'autres organisations pour essayer d'aller de l'avant avec ce projet-là de rassemblement de la diaspora. Et au mois d'août dernier, nous avions eu le Forum international de la diaspora togolaise qui s'est tenu à Montréal du 15 au 17 août 2025 et qui aussi à son tour a pris des résolutions parmi lesquelles une grande rencontre de l'opposition togolaise dans une capitale européenne pour la mise en place d'une véritable union sacrée de l'opposition. Et nous sommes en train de travailler dans ce sens. Mais au-delà donc de ces efforts qui ont été menés, le MLN, cela ne vous a pas échappé, excusez-moi, puisque vous avez même été l'un des principaux des principaux participants ou collaborateurs avec le MLN et plusieurs organisations dans le projet du Téléthon que nous venons de boucler au début du mois de novembre. Et nous avons tenu ce Téléthon-là à la demande du M66, le mouvement du 6 juin, le mouvement de la jeunesse qui est aujourd'hui vent debout contre ce régime, pour trouver des moyens, donner les moyens au peuple togolais pour sa lutte. Et vous avez vu le gotha d'associations et d'organisations de la diaspora comme du terrain et d'acteurs qui se sont mobilisés autour de ce projet. Donc nous, le MLN, par son travail et par le travail de ses collaborateurs ou de ses partenaires sur le terrain comme dans la diaspora, a réussi à réaliser aujourd'hui ce qu'on peut appeler une coalition. Autour du Téléthon, une coalition, et cette coalition aujourd'hui travaille sur des projets politiques, sur des projets véritablement politiques pour faire avancer rapidement notre lutte de libération nationale. Le MLN n'est pas sans contact avec les forces politiques du terrain et le MLN est prêt à travailler main dans la main avec toute force politique qui s'inscrit ou s'engage dans d'abord l'idéologie du changement de paradigme et surtout de la rupture, avec toutes les méthodes qui par le passé n'ont pas permis au peuple togolais de se libérer. Donc nous sommes dans la rupture
et nous travaillons par intelligence collective. Tous les acteurs, toutes les associations, toutes les forces vives de la nation togolaise sont invités à s'engager dans la rupture avec ce régime. Que plus personne ne se laisse manipuler par ce régime, que plus personne ne se laisse intimider par le régime et que tout le monde fasse des plans et se prépare pour le grand jour qui va venir à tout moment. Ça peut commencer timidement dans une ruelle de Lomé et devenir un grand fleuve qui va emporter cette bande cette association de malfaiteurs qui fait souffrir le peuple togolais depuis des décennies. C'est ça le travail que le MLN a entrepris de faire. Le MLN fait de son mieux pour faire avancer le travail. Et nous avons des partenaires sur le terrain et dans la diaspora avec qui nous sommes en phase sur les orientations essentielles et sur les objectifs essentiels de cette mobilisation. Il n'y a personne aujourd'hui qui se trompe sur quoi que ce soit, sauf ceux qui veulent encore se laisser berner par ce régime. Mais pour ce qui est du MLN et de ses partenaires de la diaspora et du terrain, la voie est tracée, l'objectif est fixé et clairement en vue. Il nous reste maintenant à marcher et à nous mettre en ordre de bataille pour libérer notre pays. Voilà ce que je peux appeler des avancées. Des limites, il y a des limites pour ce que nous faisons aujourd'hui que la libération de notre pays. C'est le jour de la libération de notre pays que nous allons dire que les plans que nous avons tirés sont maintenant venus à terme. Mais on ne peut même pas parler de limite en ce sens que il faut qu'il y ait une continuité, un continuum entre le travail ou la lutte de libération telle que nous voulons la mener et ce qui va suivre après que ce régime sera parti, après qu'on aura chassé ce régime du coup du peuple togolais. Et c'est de ça qu'il s'agit. Oui, des limites vont exister, les obstacles vont exister, mais on dit toujours qu'à cœur vaillant, rien n'est impossible. Et nous, notre hymne national nous le dit, que viennent les tyrans? Ton cœur soupire vers la liberté. Il n'y a rien qui peut faire obstacle aujourd'hui à notre détermination à mener ce combat-là jusqu'au bout. Je dis bien jusqu'à la libération totale du peuple togolais. Des limites sur le plan individuel ou sur le plan peut-être de nos moyens peuvent exister. Mais sur le plan de la motivation et de notre engagement pour la vérité, pour la libération, pour le bien-être du peuple togolais, pour le respect de nos droits, il n'y aura pas de limite. Il n'y aura pas de limite. Si Dieu nous fait grâce, il n'y aura pas de limite. Voilà. Merci, Monsieur Amovin. Waouh, c'est vraiment... Bien, je crois que j'ai une question à vous poser, mais je préfère l'abandonner. Si vous le souhaitez, puisqu'on venait de parler de la jeunesse, vous avez parlé du M66. Je préfère tomber tout de suite sur la jeunesse, sur le M66 et la lutte du 6 juin. Vous voulez? Oui, bien sûr. Allons-y. Bien, merci. Donc, dans vos détails, dans les détails que vous avez faits, vous avez parlé de la jeunesse, donc sous-entendu la jeunesse togolaise. Et donc, nous avons notre fer de lance aussi qui est le mouvement du 6 juin, donc le mouvement, le M66, qui a lancé les hostilités et le 6 juin. Donc, les premières hostilités, c'est le 6 juin 2025. Alors, je remets le président sur le grand écran pour lui poser la question s'agissant de la jeunesse et surtout du M66, notre fer de lance. Bien, monsieur Yamyan, quel bilan politique et citoyen faites-vous de la lutte engagée par la jeunesse avec le M66 depuis le 6 juin? Comme dirait un certain Georges Marchais, le bilan est globalement positif, je veux dire. C'est-à-dire que
Euh, Depuis juin 2025, la jeunesse togolaise, aussi bien dans la diaspora que sur le territoire, a démontré sa volonté d'avancer et de se donner les moyens de mener des actions significatives, non violentes, même si la réponse à cela a été de la part de la dictature d'un cynisme absolument intolérable. Nos jeunes se lèvent et disent maintenant ça suffit, il faut que ça s'arrête, on va avancer, sans aucune menace, rien. Ils sortent, ils sont sur le trottoir, dans la rue, marchent, et on les cueille comme ça. Je ne sais pas si vous vous rappelez comment ils ont traité les jeunes. Bien sûr, bien sûr. C'était quelque chose de pas possible. Des gens qui n'étaient même pas dans la manifestation, qui ne marchaient pas, qui étaient au seuil de leur maison, de leur porte. Et c'est tonton Macoute, là, s'arrête et tape dessus jusqu'à casser le bras, la jambe. Tout à fait. Accompagné même de la milice. Oui, c'est vrai. Accompagné par une milice qui sort on ne sait pas d'où. C'est chose qu'il a reconnue il n'y a pas longtemps. Il a reconnu qu'il y avait la milice. Oui. Ça veut dire quoi? C'est une injure au service de défense et de sécurité. Les militaires eux-mêmes n'auraient jamais dû admettre ça. Ils ne peuvent pas dire qu'ils sont des militaires qui sont payés ou des policiers qui sont payés pour ça, pour tenir la sécurité et pour défendre les citoyens et se faire marcher dessus par des miliciens qui arrivent et qui tapent dessus sans aucun procès. Et même ça, vous voyez, même ça, il faut que enfin, on leur dit, mais je ne suis pas sûr qu'ils comprennent ce qu'est ce langage-là. Et donc, on leur dit, préparez-vous, les jeunes vont arriver. Préparez-vous à céder le pouvoir. Ils vont passer au pouvoir, ils vont faire des choses différentes. C'est pour eux, les jeunes, que ce qui se passe là se passe. C'est à cause d'eux qu'on fait le travail. Ce n'est pas nous autres, les vieux. Notre temps est passé. On aurait pu tranquillement, on aurait dû tranquillement être au repos. J'aurais été mieux dans mes champs de maïs et de manioc que de rester me battre contre des gens qui ne comprennent rien. Ils ne comprennent même pas les mots qu'on utilise. Absolument. Voilà. Et le bilan a été lourd. On a perdu beaucoup de jeunes. Beaucoup, encore plus nombreux, sont partis en exil. Quelques-uns sont partis en prison, mais ils ont été, le pouvoir a été tellement secoué par les jeunes qu'ils ne sont pas prêts de recommencer cette affaire-là. C'est ça. En tout cas, j'espère. Voilà, je pense que maintenant le M66 est là. C'est l'aile jeunesse du mouvement de libération. On a l'occasion tous les jours de travailler avec eux. Ils ont parfaitement compris
ce qu'ils souhaitent. Ils savent qu'ils peuvent compter sur nous, et nous, on sait qu'on peut compter sur eux. Voilà. Merci, Monsieur Kofi Yamnian. En quoi cette mobilisation marque-t-elle une rupture générationnelle? Pardon? En quoi cette mobilisation marque-t-elle une rupture générationnelle? Ah, écoutez, physiquement, il y a une rupture. Nous, on est sur les 80 ans maintenant, et eux, ils en ont 20, quoi. Ça, c'est une rupture naturelle qui existe. Et puis, il y a la rupture de l'organisation politique, c'est-à-dire que nous, avec l'expérience que nous avons de la chose politique, Tout à fait. notre rôle, c'est de les guider pour qu'ils ne tâtonnent pas là où ce n'est pas nécessaire. Lorsque les vieux ont déjà tâtonné, ont essayé des tas d'hypothèses qui ont plus ou moins marché ou plus ou moins pas marché, il ne faut pas qu'ils reviennent dans ce chemin-là. On est là pour ça. Voilà, c'est comme ça qu'on va écouter.